Un homme qui a régné sur les bas-fonds de Los Angeles pendant 20 ans. Un empire bâti sur le sang, le silence et la peur. Mais lorsqu'un accident le cloua dans un fauteuil roulant, tous ceux qui le craignaient disparurent. Les infirmières démissionnèrent dès le premier jour. Les aides-soignants s'enfuirent avant le dîner. Personne, absolument personne, ne voulait s'approcher de Park Jin-ho. Jusqu'au matin où une fillette de 6 ans entra dans sa chambre, un bol de riz à la main, le regarda droit dans les yeux et dit « Tu vas manger. Ma mère l'a préparé avec amour. » Et à cet instant précis, l'homme le plus redouté de la Corée américaine ressentit quelque chose qu'aucune arme n'aurait jamais pu provoquer. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications. Chaque jour, une nouvelle histoire à couper le souffle vous attend. Prêt à commencer ? La demeure de Park Jin-ho se dressait au sommet d'une colline de Koreatown, à Los Angeles. Une structure austère de pierre grise et de verre fumé qui semblait repousser la lumière du soleil. Entre ses murs, l'air était imprégné d'une odeur persistante de médicaments et d'un ressentiment accumulé. Park Jin-ho, 62 ans, était assis dans son fauteuil roulant devant la fenêtre du premier étage, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il pouvait encore dominer la ville en contrebas. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident. Une embuscade aux premières heures d'octobre, une fusillade sur un parking du centre-ville, avait fait 3 morts et Jin-ho s'était retrouvé avec une balle logée près de la colonne vertébrale que les médecins avaient décidé de ne pas retirer. Résultat, une paralysie permanente à partir de la taille. Le chef qui avait bâti le Serpent de Jade, l'un des réseaux d'influence et d'extorsion les plus puissants de la communauté coréenne de la côte ouest, ne pouvait désormais même plus se servir un verre d'eau sans aide. Sa fille, Park Soo-yeon, 34 ans, avocate d'affaires à San Francisco, venait le voir 1 fois par mois, et chaque visite était plus courte que la précédente. Elle lui parlait désormais en anglais, instaurant une distance délibérée. Son fils unique, Park Jae-won, était parti pour Séoul 2 ans plus tôt, avant même l'accident, prétextant des affaires. Il n'est jamais revenu. Des lieutenants de l'organisation continuèrent de passer de temps en temps, mais seulement pour régler des affaires en suspens, et non pour lui rendre visite. Personne ne venait le voir. L'aide-soignante embauchée par l'agence avait démissionné le mercredi précédent. Motif officiel, incompatibilité de tempérament. La véritable raison, Jin-ho lui avait jeté un flacon de médicaments au visage alors qu'elle tentait de l'aider à se lever, l'insultant en coréen. La femme ne comprenait pas les mots, mais le ton était on ne peut plus clair. C'était la 3e aide-soignante en 6 semaines. C'est Soo-yeon qui appela Han Mi-young, une femme qui avait travaillé comme domestique dans la maison pendant 14 ans avant de se marier et de réduire ses heures de travail. Mi-young avait 60 ans, les mains calleuses à force de travailler, les cheveux gris relevés en un chignon bas et une patience quasi géologique. Elle n'avait pas peur de Jin-ho. Elle ne l'avait jamais eu. Il le savait, et pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, cela le troublait plus que cela ne le rassurait. « Je peux revenir », dit Mi-young au téléphone à Soo-yeon. « Mais je dois amener ma fille demain matin. Je n'ai personne à qui la confier. » Soo-yeon hésita pendant 2 secondes. « D'accord, mais elle sera en bas. » Mi-young arriva le lundi suivant à 7h du matin, portant un grand sac en tissu et une fillette de 6 ans accrochée à son bras. Han Yuna, aux cheveux noirs mi-longs, aux grands yeux sérieux, vêtue d'un manteau rouge à boutons dorés qui semblait un peu trop grand pour elle. La fillette observa le manoir sans la moindre expression d'étonnement, comme si la taille des choses n'était qu'un détail. Mi-young se dirigea directement vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner de Jin-ho. Du riz au gingembre, un bouillon clair et du kimchi doux. C'était la recette qu'il préférait quand il était de mauvaise humeur, même s'il ne l'avait jamais avoué. Yuna resta dans la cuisine pendant exactement 12 minutes. Puis elle prit le plateau des mains de sa mère, avant de monter à l'étage. « Je le prends », dit la jeune fille. Yuna, non. Mi-young tendit la main. « Je peux le porter. » C'était une affirmation, pas une négociation. Mi-young regarda sa fille un instant. Elle connaissait ce ton. Elle soupira et, sans lui prendre le plateau des mains, monta simplement l'escalier avec elle, s'arrêtant à la porte du couloir. Jin-ho avait le dos à la porte lorsqu'elle s'est ouverte. Il ne s'est pas retourné. « Posez-le sur la table et partez », dit-il en coréen, la voix rauque comme s'il n'avait pas bien dormi. On entendit le léger bruit du plateau qu'on posait. Puis, le silence. Il attendit d'entendre des pas s'éloigner. Aucun pas ne vint. Jin-ho fit pivoter lentement sa chaise. La jeune fille se tenait près de la table, le regardant de ses grands yeux intrépides. Elle serrait le bord du plateau à 2 mains, comme si elle avait accompli une mission et attendait une confirmation. « Tu vas manger ?» dit-elle en coréen, avec un accent mêlé d'anglais américain. « Ma mère l'a préparé avec amour. » Park Jin-ho ne répondit pas.
Il fixa la jeune fille un long moment, la mâchoire légèrement crispée. Puis, presque imperceptiblement, il tourna sa chaise vers la table. Les jours suivants, la présence de Yuna dans la maison instaura une routine imprévue. Mi-young s'affairait. Ménage, cuisine, tri du courrier accumulé, tandis que Yuna circulait dans les pièces du rez-de-chaussée, un sac à dos rose sur le dos, contenant 3 livres de coloriage, un agenda en simili-cuir qu'elle appelait « Mon journal de travail » et une trousse rangée par couleur. Le lendemain matin, Yuna monta sans prévenir dans la chambre de Jin-ho, profitant de l'absence de Mi-young dans la salle de bain du rez-de-chaussée. La chambre était vide. Le lit était fait, mais le fauteuil roulant avait disparu. Elle suivit le couloir et trouva Jin-ho devant une bibliothèque dans le bureau voisin, essayant d'attraper un livre sur la 2e étagère en partant du haut. Son bras tendu s'arrêta à 5 cm du livre. Yuna entra, évalua la situation pendant 2 secondes, tira le tabouret en bois qui se trouvait devant le bureau, y monta et sortit le livre. C'était un recueil de poésie coréenne classique, dont la couverture était usée par de nombreuses années d'utilisation. « Celui-ci » demanda-t-elle en se levant du banc. Jin-ho la regarda. « Comment as-tu su que c'était lui ?»« Parce que tu le regardais. » Il prit le livre sans la remercier. Yuna ne s'attendait pas à des remerciements. Elle se contenta de fixer l'étagère avec curiosité. « Il existe de nombreux livres en coréen, » a-t-elle observé. « C'était mon pays. »« Vous êtes de là-bas ?»« Je suis arrivée à l'âge de 23 ans. » Yuna réfléchit sérieusement. « Je suis née ici. Mais ma grand-mère vit à Incheon. Ma mère lui envoie de l'argent tous les mois. » Jin-ho ne répondit pas. Il ouvrit le livre à la page marquée d'une fiche jaunie. « Pourriez-vous me le lire, monsieur ?» demanda Yuna. La question était si directe et inattendue que Jin-ho leva les yeux de son livre. La jeune fille était assise sur le tapis, les jambes croisées, les mains sur les genoux, dans une posture qui laissait penser qu'elle s'apprêtait à entendre quelque chose d'important. « Vous ne comprendrez pas, » dit-il. « J'en comprends plus qu'il n'y paraît, » a-t-elle répondu. Un long silence s'ensuivit. Jin-ho fixa la page. Puis, à voix basse, il commença à lire un poème de Yoon Dong-ju, préface, qui évoquait un homme dont les choix déshonorent le ciel. Sa voix, qui pendant des décennies n'avait servi qu'à donner des ordres, sonnait étrange dans ce murmure. Quand elle eut fini, Yuna resta silencieuse un instant. « C'est triste, » dit-elle. « Oui. Te sens-tu parfois triste ?» Jin-ho referma le livre. Les enfants ne devraient pas poser ce genre de questions. Pourquoi pas? Il n'a pas répondu. Mais il ne lui a pas dit de partir non plus. Cet après-midi-là, Mi-young trouva sa fille assise sur la moquette du bureau, en train de colorier un livre ouvert à même le sol, tandis que Jin-ho lisait en silence dans son fauteuil roulant, à 2 mètres de là. Aucun des deux ne disait un mot. La présence de l'autre ne semblait pas les déranger. Mi-young resta un instant sur le seuil, puis s'éclipsa sans un bruit. Ce qui se déroula au cours des semaines suivantes aurait sans doute été décrit avec dédain par Jin-ho. Yuna arrivait au bureau tous les matins après le petit déjeuner et y restait. Parfois, elle posait des questions, sur les photos encadrées au mur, sur les objets en jade vert exposés dans une vitrine, ou encore sur la couleur de la mer sur la grande photo du couloir, différente de celle qu'elle avait vue à Santa Monica. Jin-ho répondait avec parcimonie, parfois avec une irritation manifeste, mais il répondait. Un jeudi pluvieux, elle est arrivée avec son journal intime en cuir à la main. « Je fais une liste », annonça-t-elle en s'asseyant sur le banc devant le bureau. « Une liste de quoi ? Les choses que tu aimes, pour que, quand je serai grand, je m'en souvienne. » Jin-ho posa le journal. « Pour quand tu seras grand ? Oui, ma mère dit que la mémoire s'estompe avec l'âge. Alors j'écris tout. » Elle ouvrit son journal. De la poésie coréenne, du thé d'orge, pas du thé au jasmin, le silence du petit matin, la fenêtre donnant sur l'est. Elle le regarda. Autre chose ? Park Jin-ho fixait la fillette de 6 ans, son journal en cuir et son crayon taillé à la main, qui consignait son existence avec le sérieux d'un archiviste. Et il ressentit, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'indéfinissable. Mais ce n'était pas du malaise. En mars, la fille de Jin-ho est arrivée de San Francisco. Soo-yeon est arrivée par un après-midi froid et ensoleillé, vêtue d'un tailleur bleu marine, une valise à roulettes à la main, le visage empreint de la satisfaction d'un devoir soigneusement calculé. Elle avait programmé cette visite une semaine à l'avance, ce que Jin-ho a interprété, en silence, comme un signe qu'il était devenu une priorité pour sa fille. La présence de Yuna dans la maison l'a visiblement surprise. Soo-yeon a trouvé la jeune fille dans la salle à manger, en train de faire ses devoirs, ses cahiers éparpillés sur la table en bois de cerisier qui avait appartenu à la mère de Jin-ho. « Vous devez être Yuna », dit Soo-yeon en anglais, avec un sourire professionnel. « C'est tout. »
répondit Yuna sans lever les yeux de son carnet. Soo-yeon alla rejoindre son père à son bureau. Jin-ho lisait le même recueil de poésie et ne leva pas les yeux quand elle entra. « Papa ». Elle tira une chaise devant lui et s'assit, adoptant le dos droit de quelqu'un entraîné aux négociations difficiles. « Comment vas-tu ?»« Égal. Vos médicaments sont-ils à jour ?» Mi-young s'en occupera. Il y eut un silence. Soo-yeon regarda la porte fermée. Sa fille passe beaucoup de temps ici. Elle ne gêne pas. Papa, c'est une maison, pas une garderie. Jin-ho finit par lever les yeux. Mi-young travaille ici. Sa fille l'accompagne. Ça ne vous regarde pas. Soo-yeon croisa les bras et, un instant, elle sembla de nouveau avoir 18 ans. Cette jeune fille qui avait grandi en apprenant que se disputer avec son père était une bataille inutile. Je pense engager une équipe soignante professionnelle. 2 professionnels qui se relaient. Cela permettrait à Mi-young de... Non. Bien. J'ai dit non. Le dîner était tendu. Mi-young servit du bulgogi avec du riz et des banchan, les plats disposés avec son soin habituel. Yuna mangeait en silence à côté de sa mère, observant les adultes avec cette attention discrète propre aux enfants lorsqu'ils pressentent qu'il se passe quelque chose d'important entre les mots. C'est au moment du dessert, fruits et thé, que Soo-yeon a mentionné, presque en passant, ce qu'elle était vraiment venue dire. « Le docteur Kwon m'a appelé. Il dit que vous avez refusé l'évaluation en physiothérapie le mois dernier. » Jin-ho n'a pas répondu. « Papa, il y a une chance, faible, mais réelle, de récupération partielle de la mobilité. Les tests les plus récents montrent que... Je sais ce que montrent les tests. Alors pourquoi avez-vous refusé ?» Le silence qui suivit était de ceux que Jin-ho utilisait comme une arme depuis 40 ans. Soo-yeon le connaissait assez bien pour savoir que la conversation était terminée. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Très bien, » dit-elle avec un calme qui demandait visiblement un effort. « C'est votre choix. » C'est Yuna qui rompit le silence, avec cette spontanéité propre aux enfants. « Pourquoi ne veux-tu pas déménager à nouveau ?» Soo-yeon la regarda. Mi-young ouvrit la bouche pour intervenir. Mais Jin-ho répondit, ce qui surprit tout le monde à table, y compris lui-même. « Parce que si je n'y arrive pas, dit-il lentement en coréen, les yeux rivés sur sa tasse de thé, alors j'aurais essayé et échoué. Et si je n'essaie pas, au moins l'échec ne s'est pas encore produit. » Yuna fronça les sourcils avec le sérieux de quelqu'un qui résout un problème de maths. « Mais si tu n'essaies pas, l'échec est déjà arrivé. Tu ne le sais tout simplement pas. » Le silence se fit à table. Soo-yeon regarda la jeune fille, puis elle regarda son père. Les yeux de Jin-ho étaient toujours rivés sur la tasse, et il y avait quelque chose dans son visage, une légère tension dans la mâchoire, un froncement de sourcils, que Soo-yeon n'avait pas vu depuis des années. Elle ne pouvait pas dire ce que c'était. Mais elle savait que c'était authentique. Ce soir-là, après que Soo-yeon se fut endormie dans la chambre d'amis et que Mi-young fut descendu avec Yuna dans la petite pièce du rez-de-chaussée, Jin-ho resta 2 heures de plus dans son bureau, lumières éteintes, à contempler les lumières de Los Angeles par la fenêtre. Et pour la première fois en 2 ans, il prit le téléphone et composa le numéro du docteur Kwon. Lorsque la secrétaire a répondu, il a simplement dit « Vous pouvez programmer l'évaluation ». Les séances de kinésithérapie commencèrent un lundi d'avril. Le kinésithérapeute, un homme nommé Marcus Webb, arriva à 9h du matin avec un sac de matériel et la patience de quelqu'un qui avait passé sa vie à côtoyer des patients difficiles. Jin-ho le traita avec une froideur clinique lors des premières séances. Il répondait aux questions par monosyllabes et exécutait les exercices avec une expression qui ne laissait aucun doute sur son opinion quant à l'ensemble du processus. Yuna apparaissait immanquablement à la porte du cabinet de kinésithérapie sous un prétexte quelconque, récupérer un livre qu'elle avait oublié là, montrer un dessin, demander à Marcus s'il voulait du thé. Marcus, père de 2 jeunes enfants, la regardait avec compassion. Jin-ho, resté inaccessible pendant des décennies, observait ses apparitions avec une irritation qui, chaque semaine, devenait un peu moins convaincante. Un après-midi de mai, tandis que Marcus guidait Jin-ho dans un exercice de mobilité du tronc, Yuna était assise dans un coin de la pièce, avec son livre de coloriage. Sans lever les yeux, elle dit « Mon professeur dit que lorsqu'on apprend à faire du vélo et qu'on tombe, le corps se souvient comment moins tomber la fois suivante. » Marcus haussa les sourcils. « C'est exactement ce que nous faisons ici. »« Je sais, » dit Yuna, tout en continuant à colorier. Jin-ho ne dit rien, mais, pour la première fois, il effectua l'exercice suivant sans se plaindre. Ce que Jin-ho n'avait dit à personne, ni au docteur Kwon, ni à sa fille,
ni à Marcus, c'est que depuis quelques semaines, il ressentait des picotements intermittents dans le haut de sa cuisse gauche. C'était léger, irrégulier, disparaissant parfois pendant des jours, mais c'était là. Il savait ce que cela signifiait. Et il savait aussi, avec la lucidité de quelqu'un qui gère les risques depuis des décennies, que cela signifiait que la décision qu'il avait prise de tenter le coup n'était pas totalement infondée. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le jour où tout cela éclaterait au grand jour d'une manière qu'il ne pourrait contrôler. C'était un après-midi de juin chaud et sans vent, lorsque 2 hommes se présentèrent à la porte du manoir. Jin-ho les reconnut sur les images des caméras de sécurité. Lee Byung-chul et un homme plus jeune, probablement au début de la vingtaine, qu'il ne connaissait pas. Lee avait été l'un de ses plus proches lieutenants. À présent, il travaillait pour celui qui avait pris la direction des opérations après l'accident. Mi-young ouvrit la porte. Jin-ho observait la scène sur l'écran. « Nous devons parler à Monsieur Park », a déclaré Lee. « Monsieur Park ne reçoit pas de visiteurs sans rendez-vous », répondit Mi-young, de la même voix qu'elle utilisait pour annoncer que le déjeuner était servi. « Tu peux dire que c'est Lee. Il voudra... » « Je transmettrai le message. » Elle ferma la porte. Jin-ho descendit par l'ascenseur intérieur installé après l'accident. Il trouva Mi-young dans le couloir. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle. « J'ai entendu. Dites-leur d'entrer. Es-tu sûre ?» Jin-ho la regarda. « Fais-la entrer, Mi-young. » La conversation se déroula dans le salon. Une pièce que Jin-ho n'utilisait presque plus, meublée de fauteuils en cuir sombre et d'une table basse en verre. Lee était assis sur la chaise en face du fauteuil roulant de Jin-ho, tandis que le jeune homme se tenait derrière lui. Le message de Lee était une pression à peine voilée, non une menace explicite, car il était assez perspicace pour savoir que Jin-ho, même paralysé, conservait des relations. Il s'agissait d'une proposition, un transfert officiel de certains actifs enregistrés au nom de Jin-ho vers la nouvelle structure. En échange, la tranquillité d'esprit, un mot qui, dans la bouche de ces hommes, revêtait une importance particulière. Jin-ho écouta tout sans exprimer la moindre émotion. Puis, lorsque Lee eut terminé, il resta silencieux un instant. « Avez-vous des enfants, Byung-chul » demanda-t-il. Lee cligna des yeux, ne comprenant pas le changement de sujet. « J'en ai 2. Pensez-vous à eux lorsque vous effectuez ce genre de visite ?» Un silence gênant s'installa. Lee se redressa. « Monsieur Park, tu peux partir, » dit Jin-ho. « Dis à celui qui t'a envoyé que j'ai entendu, que j'y réfléchirai. Et que la prochaine fois que quelqu'un se présente chez moi sans rendez-vous, » il marqua une pause. Mi-young fermera la porte avant même qu'il ait fini sa première phrase. Lorsque les 2 hommes partirent, Jin-ho resta un long moment dans le couloir. La maison était silencieuse. Puis il entendit, venant de l'étage, au bout du couloir, la voix de Yuna qui fredonnait doucement une mélodie inconnue, tandis qu'elle descendait les escaliers, le journal en cuir sous le bras, complètement inconsciente de ce qui se passait 30 mètres plus bas. Elle atteignit le couloir et le trouva là, immobile. Elle le regarda de ses grands yeux scrutateurs. « Vous semblez fatigué, monsieur. Je suis. Voulez-vous que je vous le lise cette fois-ci » Elle brandit le journal. « J'ai toutes les notes ici. » Jin-ho la fixa du regard. Et puis, pour la première fois en 2 ans, un léger mouvement se produisit au coin de ses lèvres. Ce n'était pas vraiment un sourire, mais plutôt l'espace où un sourire aurait pu se dessiner. « D'accord, » dit-il. L'été est arrivé à Koreatown avec cette chaleur sèche et jaunâtre que Los Angeles connaît si bien. Les rues sentent l'asphalte chaud, les marchés coréens sont ouverts, portes ouvertes. Les enfants du quartier utilisent les trottoirs comme un territoire libre jusqu'à la tombée de la nuit. En août, 3 mois après le début de sa rééducation, Marcus a demandé à Jin-ho d'essayer de s'appuyer sur les barres parallèles installées dans la salle de musculation. C'était une étape qu'ils avaient reportée à plusieurs reprises. Non pas en raison de contre-indications médicales, mais parce que Jin-ho changeait systématiquement de sujet chaque fois que Marcus évoquait cette possibilité. Ce matin-là, Yuna était présente. Elle avait demandé la permission d'assister à la réunion, avec cette formalité improbable que Jin-ho avait appris à reconnaître, après 6 ans, comme absolument sérieuse. « Tu peux rester », avait dit Jin-ho, « mais ne parle pas. »« Je sais me taire », répondit-elle, légèrement offensée. Marcus plaça la chaise près du bar. Jin-ho posa les mains sur le tube métallique froid. Il resta 1 minute entière dans cette position, ressentant le poids de sa tentative, les 2 années de refus, la petite voix d'une fille qui disait « Si tu n'essaies pas, l'échec est déjà arrivé. » Puis il se leva, pas complètement. Ses genoux étaient légèrement fléchis, ses bras tremblaient sous l'effort, et au bout de 4 secondes, il dut se rasseoir. Marcus était à côté de lui, les mains prêtes à le soutenir,
mais il n'eut pas besoin d'intervenir. Un silence s'installa dans la pièce pendant un instant. Yuna, qui avait promis de se taire, resta silencieuse. Mais lorsque Jin-ho se laissa aller en arrière sur sa chaise, haletant, elle se leva du tabouret où elle était assise, s'approcha de lui et posa sa petite main sur son bras. Rien de plus, sans dire un mot. Jin-ho regarda cette main, puis il la regarda, elle. 4 secondes, dit-il d'une voix plus tremblante qu'il ne l'aurait souhaité. La prochaine fois, ce sera 8, a-t-elle répondu. Marcus détourna discrètement le regard et fit semblant de vérifier quelque chose sur le bloc-notes. Ce même mois, Soo-yeon revint pour une autre visite. Cette fois, elle vint sans valise à roulettes. Elle arriva en voiture, avec des vêtements pour le week-end, et resta 3 jours. Le premier soir, elle dîna seule avec son père pendant que Mi-young et Yuna mangèrent dans la cuisine, et la conversation fut différente des précédentes, plus lente, avec des silences qui n'étaient pas plus des armes. Jin-ho lui raconta la visite de Lee. Pas tout, mais suffisamment pour qu'elle comprenne. Soo-yeon écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle dit « Je peux contribuer à régulariser la situation des actifs, légalement, de manière à les protéger. Je sais que tu peux. Pourquoi ne l'as-tu jamais demandé avant ?» Jin-ho fixa le verre d'eau posé sur la table. « Parce que demander de l'aide m'a toujours semblé être un aveu de faiblesse. Et maintenant ?» Il resta silencieux un instant. À présent, il me semble qu'il s'agit simplement d'une question pratique. Soo-yeon hocha la tête. Un petit geste, mais qui portait en lui des années de distance commençant à s'estomper. Le dernier après-midi de la visite, elle trouva son père et Yuna dans le jardin. Jin-ho était dans son fauteuil roulant à côté d'une rocaille, laissée à l'abandon depuis 2 ans, et Yuna, agenouillée par terre, plantait des bulbes de forsythia avec une petite truelle rouge, expliquant méthodiquement à Jin-ho la signification de chaque étape, comme elle l'avait appris à l'école. « Elles jauniront au printemps », dit-elle en lissant la terre entre ses paumes. « Vous verrez, je verrai », dit Jin-ho. Ce n'était pas une question. Soo-yeon se tenait sur le balcon et les observait. Il y avait quelque chose dans cette image qu'elle ne parvenait pas à nommer immédiatement. L'homme qui avait régné par la terreur pendant des décennies et la jeune fille qui n'avait jamais connu la peur, côte à côte dans un jardin d'automne, parlant de fleurs qui n'existaient pas encore. Elle sortit son téléphone de sa poche. Elle prit une photo. Mi-young apparut sur le balcon à côté d'elle, apportant 2 thés. « A-t-elle toujours été comme ça ?» demanda doucement Soo-yeon, sans quitter le jardin des yeux. « Depuis sa naissance », répondit Mi-young, sa voix familière avec ce petit miracle quotidien. Elle n'a jamais appris à avoir peur de qui que ce soit. Je ne le lui ai pas appris, et elle n'a pas voulu apprendre. Soo-yeon resta silencieuse. En bas, Yuna montrait à Jin-ho comment tasser la terre autour du bulbe, et il s'était légèrement penché en avant pour mieux voir, rompant ainsi avec la posture rigide et fermée qu'il avait adoptée par défaut pendant 2 ans. En octobre, 2 ans jour pour jour après l'accident, Park Jin-ho fit 14 pas aux barres parallèles. Marcus le consigna dans le dossier avec sa notation clinique habituelle, mais une émotion l'envahit lorsqu'il referma son bloc-notes. Yuna, qui avait officiellement demandé à être présente à nouveau, compta chaque pas à voix haute, sans emphase, mais avec le même sérieux qu'elle mettait à dresser ses listes. Puis, lorsque Jin-ho se rassit sur la chaise, elle ouvrit le journal intime en cuir. « 14 », dit-elle en écrivant. « Octobre ». Elle marqua une pause et le regarda. « Je vais écrire ici, le jour où il a recommencé. » Jin-ho la fixa longuement. Cette jeune fille, avec son journal d'archiviste, répertoriant les faits d'une vie qui n'était pas la sienne comme s'ils étaient assez précieux pour mériter d'être consignés. « Yuna », dit-il. Elle leva les yeux. « Merci. » C'était 2 syllabes coréennes. Gamsahamnida, qu'il n'avait prononcé à personne depuis des années. Elles sortirent avec une rugosité due à l'inactivité, comme une porte restée longtemps close. Yuna le regarda de ses grands yeux sérieux. Puis elle referma son journal, avec l'expression de quelqu'un qui venait de consigner l'information la plus importante de toutes. « Je sais, dit-elle, je le savais déjà. »